Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la GGSP. J'étais en train de me dire, c'est trop fou Internet. Tu peux avoir la question la plus bizarre, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà posée et t'as directement la réponse. En fait, ça fonctionne comme un genre de gros cerveau, à la fois hyper intelligent, mais qui a un penchant vraiment stupide, qui fait qu'il s'est déjà demandé combien de personnes doivent mourir pour que je devienne président. Bref, aujourd'hui, on va voir si le cyberespace est vraiment un territoire de libre connaissance. Bim bam boum, on fait ça en 2 parties. Partie 1. Le cyberespace, un espace de liberté d'accès et de diffusion de la connaissance. Beaucoup d'inventions liées à Internet sont à la base des projets avec un esprit libertaire. C'est-à-dire que leurs créateurs prônent un accès libre et total aux connaissances. Malgré le fait que cette idée soit plutôt utopique, Internet fait rêver à un village global libéré des contraintes physiques. Parce qu'effectivement, Internet, c'est un espace déterritorialisé. Toutes les collaborations sont techniquement possibles, parce qu'on n'est plus limité par les distances ou les frontières nationales. Et puis, Internet, c'est quand même bien au-dessus des systèmes de communication qu'on a connus jusqu'à présent. L'information y est fluide, et tellement fluide que ça en devient un espace archi compliqué à surveiller. Et du coup, il y a beaucoup d'échanges parfois illicites. Surtout sur le Darknet. C'est tellement sombre là-bas que les gens ils ont une carence de vitamine D. Mais le fait que les échanges soient facilités, ça permet aussi aux idées de circuler. On peut dialoguer avec n'importe qui, participer à la création des wikis, et ensemble on construit de la connaissance. Internet, c'est un vrai espace d'échange et de débat. Et c'est grâce à la multiplication des regards et à la controverse qu'on approfondit le savoir. Ça veut peut-être dire que sur Twitter, comme les gens ils sont jamais d'accord, ils doivent être grave intelligents. Ouais, non, faut pas abuser non plus. En tout cas, ce partage de connaissances, et plus précisément les enseignements qu'on appelle ouverts, c'est-à-dire l'ensemble des cours, des tutos et tout ce qu'on peut trouver, et même ce podcast, ça permet la diffusion du savoir. Du coup, grâce à Internet, c'est quasiment une communauté scientifique à l'échelle mondiale qui est créée. Les internautes forment une cybercommunauté savante, interconnectée, et qui permet de faire grandir les connaissances de tout le monde. Tout ça, c'était clairement impossible avant. Et peut-être que ça va continuer, que la science finira par être entièrement ouverte et internationale. Un rapport de 2017 de l'UNESCO montre que grâce à Internet, dans les domaines de l'astronomie ou des sciences océaniques, il y a beaucoup d'études qui sont menées en collaboration internationale et qui regroupent parfois une dizaine de personnes travaillant main dans la main depuis plein d'endroits du globe. Pour les États, le cyberespace est vu comme un moyen de se développer, sur lequel il faut absolument se positionner, mais tout en gardant cette liberté de circulation. En Afrique subsaharienne, par exemple, ils mettent en avant les cours à distance pour pallier le manque de moyens qu'ils ont pour l'éducation. L'Inde, elle, a investi dans l'aide médicale en ligne pour les régions qui manquaient de médecins. Les entreprises basées sur Internet, elles, gagnent aussi énormément du fait que ce soit un espace international. Grâce à ça, elles ont une visibilité mondiale et collectent des métadonnées à une échelle immense. Peut-être même qu'ils peuvent monter jusqu'en haut de la tour Eiffel avec. Ces dernières années, ces métadonnées sont devenues un marché grave lucratif pour les GAFAM, l'acronyme pour parler de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Du coup, elles défendent le fait de garder Internet le plus libre et accessible possible. Mais tu te doutes bien que c'est pas vraiment désintéressé. Partie 2. Des limites d'accès et de diffusion. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux de tous les avantages qu'offre Internet, on va voir ce qui peut éventuellement poser problème pour diffuser le savoir. Bon, on va commencer par l'évidence. Tout le monde n'a pas Internet. Il y a encore des zones où la connexion est hyper faible, parce qu'il n'y a pas assez de points d'accès. Ça pénalise les pays enclavés, sans ouverture sur la mer, parce que c'est par là que les câbles passent. Et ouais, il y a littéralement de la fibre optique sous l'eau. Et malgré ça, les opérateurs n'arrivent quand même pas à l'installer dans mon bâtiment. Souvent, l'installation de câblage, de relais ou de serveurs, c'est lié à la politique du pays. Donc bien qu'Internet soit déterritorialisé, son accès ne l'est pas. Le principal problème se situe dans les zones blanches, ces régions qui n'ont pas accès au réseau. Ce sont des zones qu'on trouve souvent dans des pays en voie de développement, principalement en Afrique subsaharienne. Mais il y en a aussi dans les régions les plus enclavées de France. En 2019, 6 millions de Français n'avaient pas accès à Internet à cause de la mauvaise couverture des opérateurs. Et du coup,
Ils peuvent même pas regarder le dernier clip de Blackpink. Horrible. Un autre gros obstacle à la diffusion du savoir disponible sur Internet, c'est aussi les limites légales. Certains États empêchent l'accès à des sites ou réseaux pour contrôler les informations auxquelles les citoyens ont accès. En gros, ils censurent à balle. La Chine bloque la plupart des réseaux sociaux par exemple. Mais il y a aussi la Turquie qui, elle, bloque Wikipédia. Et pour faire comme si de rien n'était, ils font des versions locales de ces sites-là. Vkontakte, c'est le Facebook en Russie par exemple. Je me demande si les darons russes, ils font aussi des mèmes avec des mignons dessus. Pour éviter ce genre d'abus, des solutions sont en développement. L'Appel de Paris, par exemple, est une initiative créée en 2018 qui essaie de mettre en place une gouvernance collective d'Internet. En gros, contrôler ensemble cet espace pour défendre le droit à la propriété intellectuelle et éviter la censure de certains États. Et le dernier gros problème, c'est la marchandisation du savoir. En gros, l'aspect commercial tend à prendre le dessus sur l'information. Ça s'explique par le fait que la libre circulation des connaissances peut interférer avec certains marchés économiques. Dans le système actuel, maîtriser les connaissances, c'est une manière de contrôler la concurrence. Conclusion. Le cyberespace est une opportunité unique d'accéder à la connaissance à une échelle mondiale. Et même si les intérêts de tout le monde ne vont pas dans le sens d'une ouverture totale du savoir, ce serait quand même extrêmement bénéfique. En ce qui concerne les limites technologiques, elles trouvent rapidement des solutions. Mais les États commencent peu à peu à exercer un contrôle pour ne pas laisser des entreprises privées avoir la mainmise totale sur cet espace. Internet, c'est un vecteur de connaissances fascinant. Mais sa puissance de diffusion est tellement forte que les rumeurs et les fake news se répandent aussi hyper vite. Bah voilà, j'imagine qu'Internet t'es pas totalement étranger, donc cette notion, tu la maîtrises. Mais dans le doute, petit récap. D'abord, garde bien en tête que le cyberespace dépasse tous les autres moyens de communication. Il permet de s'affranchir des distances et des limites posées par certaines frontières. La libre circulation du savoir et son partage permettent de créer une communauté scientifique mondiale qui travaille main dans la main à la recherche de connaissances. Mais ensuite, on a vu que tout n'est pas tout blanc. Que ce soit pour des raisons de couverture par le réseau ou bien de censure par certains gouvernements, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. L'accès à Internet et au savoir n'est pas égalitaire. En plus, la marchandisation commence à prendre le dessus sur l'information. Tout un marché de la métadonnée est né et les GAFAM commencent à installer un monopole sur le cyberespace. C'est maintenant la fin de cet épisode. Moi, je retourne sur Internet. Et d'ailleurs, je me posais une question. Est-ce que les chats ont des coudes? Nous, on se retrouve dans le prochain podcast, mais tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. À très vite. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.